mise en scène, des civils syriens témoignent au siège de l'OIAC. Pour eux, l'attaque chimique présumée de Douma a été montée de toutes pièces. Il a plaidé pour l'environnement et le multilatéralisme devant le Congrès américain. Emmanuel Macron a présenté sa vision du monde. Le chef de l'État qui n'a pas réussi à convaincre Donald Trump de conserver l'accord sur le nucléaire iranien. L'homophobie dans les banlieues françaises. Dans certaines cités, elle s'exprime avec de plus en plus de violence. Reportage sur le quotidien de ces homosexuels obligés de vivre dans la clandestinité, à suivre dans ce journal. Bonsoir, bienvenue sur RT France. En Syrie, les experts en armes chimiques ont prélevé des échantillons sur un second site. Ils vont être analysés par plusieurs laboratoires. Et pendant ce temps, réunion au siège de l'OIAC aux Pays-Bas, les diplomates russes ont convié des Syriens qui étaient présents au moment de cette attaque chimique présumée. L'occasion pour l'ambassadeur russe auprès de l'OIAC, Alexander Shulgin, de dénoncer la manipulation de l'opinion publique par les casques blancs. Il semble que le châtiment soit l'idée principale. Et pour cela, ils ont utilisé des images vidéo entièrement fausses. Des images qui ont été fournies par l'association humanitaire de pacotille, les casques blancs. On les a tous vus. Des scènes terribles. On a vu des enfants choqués, des images de victimes empoisonnées. Juste après le 7 avril, la grande machine propagandiste du trio occidental est entrée en action. Les États-Unis, le Royaume-Uni et la France ont eu recours au même motif qu'il y a un an. Alexander Shulgin qui dénonce par ailleurs l'attaque américaine, française et britannique sur le sol syrien. 4 heures avant l'arrivée des experts, la fameuse opération de frappe a été déclenchée. À quelques heures près, les spécialistes de l'OIAC avaient pu se retrouver sous le feu des tirs de missiles américains, britanniques et français. C'est une violation évidente des normes du droit international et une agression ouverte contre la souveraineté d'un pays, celle de la Syrie. C'est aussi une négociation des membres des Nations Unies, des membres de l'OIAC et du rôle de ces organisations. Et dans le même temps, à Moscou, la porte-parole de la diplomatie russe tenait une conférence de presse. Maria Zakharova a accusé les Occidentaux d'utiliser tous les moyens possibles pour prolonger la crise en Syrie. L'activisme chaotique et insensé de nos partenaires occidentaux, c'est-à-dire les frappes en Syrie ou le feuilleton sans fin de la soi-disant utilisation d'armes chimiques, démontre que la Syrie poursuit avec succès ses initiatives pour sortir de la crise. Et on assiste à ce chaos, à ces décisions étranges. Bien qu'il n'y ait aucune preuve, bien que les arguments retenus comme prétexte aux frappes ne sont pas recevables car ils sont faux, ils utilisent encore tous les moyens pour prolonger cette crise. Plus qu'une mise en scène pour Adnan Azam, intellectuel franco-syrien, l'attaque chimique présumée de Douma est un énième mensonge de l'Occident. Écoutez. Il n'y a jamais eu dans l'histoire, jamais depuis 1000 ans jusqu'à aujourd'hui, autant de mensonges dans une guerre comme dans cette guerre contre la Syrie. Entre 2011, la première grosse mensonge, quand on a dit au monde entier qu'il y a des enfants dans le sud de la Syrie qu'on a enlevé leurs ongles,
Et cette guerre d'attaque chimique, il y a 7 ans et demi. 7 ans et demi, pratiquement, on assiste à un mensonge par jour. D'abord, comme vous l'avez dit, 4 heures avant l'agression de la France, et de la Grande-Bretagne et des États-Unis, c'était prévu qu'il y a une commission d'enquête qui se rend à Damas, qui se rend à Al-Ghouta. 2 jours avant, même 24 heures, juste le président Poutine a eu le président français au téléphone. Et le président français lui dit « Ok, donc on va envoyer une commission ». Il a accepté et puis il a menti. Donc moi je pense qu'on ne peut pas être juge et partie dans la même, juridiquement parlant, on ne peut pas être juge et partie dans la même litige. La France est un partie prenant dans cette guerre contre la Syrie. Elle ne peut pas être aussi juge dans cette... Pour moi, c'est un mensonge total. Je rajoute, j'habite à Damas, j'habite à quelques centaines de mètres de l'endroit dans lequel il y a eu l'attaque, en banlieue est de Damas. Si, connaissant bien l'endroit, connaissant bien la densité d'habitation, je dis à tous les gens qui nous regardent, imaginez qu'il y a 1000 personnes dans un espace de 100 mètres carrés. Si vous lancez une attaque chimique ou si vous lancez une attaque tout court, il va y avoir une véritable boucherie, un véritable massacre. Où sont ces milliers, où sont ces centaines des hommes et des femmes qu'on n'a pas montrés à la télévision? Et sur le terrain, l'armée syrienne continue son offensive contre les djihadistes. L'armée a lancé hier des missiles sur un district de la banlieue sud de la capitale. Offensive menée près d'un mois après la reprise de la quasi-totalité de la Ghouta orientale par Damas. Le Qatar serait bien avisé d'envoyer des troupes en Syrie s'il ne veut pas se priver du soutien militaire américain. C'est ce qu'a déclaré hier le ministre saoudien des Affaires étrangères. Les Qataris doivent mettre la main au porte-monnaie au risque de voir disparaître la base militaire américaine de Doha. Sans cette protection, le gouvernement qatari peut être renversé en moins d'une semaine, a ajouté le chef de la diplomatie saoudienne. L'Arabie saoudite qui a imposé un blocus au Petit Émirat, soupçonné de soutenir le terrorisme. Lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes, c'est l'objectif d'une conférence qui s'est tenue ces 2 derniers jours à Paris. Une conférence destinée à lutter contre le financement de ces organisations. Selon une enquête, des centaines de donateurs du terrorisme ont été identifiés sur le sol français. Explication de Pierre Pissavi-Verneau. 3 milliards d'euros. Un chiffre qui devrait représenter le trésor amassé en 3 ans par l'État islamique selon l'Élysée. Depuis plusieurs années, le pétrole lui a bien sûr permis d'engranger beaucoup d'argent. Sa vente rapporterait à elle seule plus d'1,5 million d'euros chaque semaine à l'organisation terroriste. Mais elle est loin d'être la seule. Au cours des années, l'État islamique a tenté de diversifier ses sources de revenus. Parmi les plus connus, le racket de la population. Durant sa présence dans le nord de la Syrie et dans le nord de l'Irak, l'État islamique se serait directement servi dans la poche des habitants, soit un vivier d'environ 12 millions de personnes. Autre activité largement exploitée par Daesh, l'agriculture. L'organisation se serait tout simplement appropriée pas moins de 40% des céréales produites en Irak et 80% du coton syrien. De plus, l'État islamique a pendant de nombreuses années imposé sa loi sur le territoire occupé, infligeant ici des amendes pour barbes trop courtes, là pour voiles insuffisamment couvrants à la population locale. Récemment, le quotidien Le Monde a dévoilé une méthode de financement bien plus surprenante. Daesh aurait réinvesti une partie de ses revenus dans l'exploitation de fermes piscicoles et notamment dans l'élevage de carpes. Le masgouf, plat traditionnel irakien à base de carpes grillées, représente un beau pactole. Sur les 2000 fermes de la région, 400 auraient été directement affiliées à Daesh avant d'être démantelées après avoir été identifiées entre 2015 et 2016. Enfin, le groupe terroriste aurait aussi acquis des connaissances très précises dans le domaine des flux financiers anonymes sur Internet. Des sources de revenus donc très diversifiées, des transactions très compliquées à tracer. Un vrai bonheur pour les blanchisseurs. Voilà donc autant de grains à moudre pour les 500 experts, 80 ministres et représentants des 72 pays présents à la conférence internationale nommée « Pas d'argent pour la terreur » qui bat actuellement son plein à Paris.
L'heure du bilan est arrivée pour Emmanuel Macron. Après 3 jours de visite d'État aux États-Unis, il est de retour en France. Sa visite visait essentiellement les accords sur le nucléaire iranien, un dossier sur lequel Donald Trump et lui sont loin d'être d'accord. Les précisions de Maxime Buatier et d'Arthur Bisquer. Douche froide pour Emmanuel Macron. Lors de sa visite aux États-Unis, il a dû faire face à un Donald Trump déterminé. C'était un accord horrible. Il n'aurait jamais dû être passé. Nous aurions pu faire un accord, enfin un accord raisonnable, mais l'accord iranien est un accord horrible. On a payé 150 milliards de dollars. On a donné 1,2 milliard en liquide, des barils de liquide. C'est complètement fou et ridicule, ça n'aurait jamais dû être fait. Nous allons en discuter. Mais Macron ne lâche rien et poursuit son opération séduction. Plan B, il propose aussitôt un nouvel accord élargi. Même s'il n'est pas encore gravé dans le marbre, quelques pistes sont envisagées. Maintenir l'interdiction d'enrichissement de l'uranium, élément indispensable à la fabrication de l'arme atomique. Mettre fin au programme de missiles de courte et moyenne portée développé par l'Iran depuis quelques années. Créer les conditions d'une solution politique qui permettrait à l'Iran de garder le nucléaire civil, mais l'empêcherait d'intervenir dans les conflits de la région, comme au Yémen où Téhéran est accusé par Riyad et ses alliés de fournir aux rebelles houthis des missiles balistiques, mais aussi en Syrie ou au Liban. Le président français fait un pas vers Donald Trump, mais reste sceptique. Il y a un schéma qui existe, qui est l'accord sur le nucléaire iranien, qui contrôle toutes les activités nucléaires justement de ce pays. Nous l'avons signé à l'initiative des États-Unis. Nous l'avons signé, les États-Unis et la France. Et c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas dire nous devons cesser cela. C'est la raison pour laquelle la France ne va pas quitter l'accord sur le nucléaire iranien. Nous l'avons signé. Donald Trump doit annoncer sa décision sur le nucléaire iranien le 12 mai. Ultime chance de le convaincre, Angela Merkel, la chancelière allemande, est attendue demain à Washington pour une visite de travail. Et à ce sujet, le ministre américain de la Défense a déclaré qu'aucune décision n'avait été prise. Je peux vous assurer qu'il n'y a eu aucune décision de prise sur un retrait de l'accord sur le nucléaire iranien. Les discussions se poursuivent au sein du Conseil de sécurité nationale et de ceux qui, parmi nous, sont chargés de donner un avis au président. Face au risque de Washington d'enterrer l'accord, l'Iran s'est montré extrêmement ferme. Si le président américain Donald Trump sort du plan d'action global conjoint, nous annonçons que nous sortirons du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Nous répondrons avec fermeté à tout dysfonctionnement intervenant dans le JCPOA, parce que nous l'avons déjà payé cher et maintenant nous voulons transformer ces coûts en bénéfices. Quitter le JCPOA signifie menacer l'Iran. Il est mentionné dans le TNP que si les intérêts des pays membres ne sont pas assurés, ils peuvent sortir du traité. Donc notre sortie sera légale, nous sortirons du TNP en fonction de son contenu et nous punirons M. Trump. De cette visite d'État, on retiendra surtout la bonne relation affichée entre Emmanuel Macron et son homologue américain, Vera Goffman. L'alliance franco-américaine se renforce. Long live the United States. Long live France. Thank you. Merci beaucoup. Se renforce vraiment. It's a great honor that you're here. But we do have a very special relationship. In fact, I'll get that little piece of dandruff for We have to make him perfect. He is perfect. L'arbre de l'amour pousse déjà à la Maison-Blanche. Oups, mauvaise photo. Le président américain a même admiré l'autorité dont fait preuve Emmanuel Macron pour régler la question de l'immigration illégale d'une manière très honnête et très directe et pas toujours populaire. Alors, un mur anti-migrant entre la France et l'Italie en préparation ? Certes, il y a quelques épines dans le pied de cette belle alliance.
Trump veut quitter la Syrie tout en voulant y laisser une empreinte forte et durable, comme si les bombardements d'avril 2017 et 2018 ne suffisaient pas. Pour Macron, il est impossible de donner une chronologie sur la fin de la participation de la France en Syrie. Soudain, le but de la France est de réduire à néant le groupe État islamique. Mais admettons, après 2 ans et demi d'opération russe en Syrie, la France devrait effectivement être capable d'annihiler les quelques combattants qui restent. Le désastre de l'accord sur le nucléaire iranien que Trump veut déchirer, Emmanuel Macron veut à la fois le maintenir et contenir la domination iranienne. J'espère pas avec les scalps. L'idée d'un nouvel accord semble être dans tous les esprits, même si Trump se montre un brin imprévisible avec ses « on verra ». Mais Macron l'a prévenu, il lui a déjà fait peur. Leur amitié ne servirait à rien au cas où les États-Unis se retireraient de l'accord. Mais dans ce cas, qui ira arroser leur arbre ? Un arbre qui fait office de cadeau original d'Emmanuel Macron à son homologue américain. Un chêne planté dans la foulée dans les jardins de la Maison-Blanche. Des images qui ont suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Que retenir de cette visite d'État d'Emmanuel Macron aux États-Unis? Élément de réponse avec William T., président du Cercle de pensée Le Millénaire. Tout d'abord, il y a des conséquences économiques. La France a des intérêts en Iran. Plusieurs entreprises ont investi. Il y a un marché qu'on peut acquérir et développer. Il y a les intérêts français. Donc Macron a une possibilité, c'est qu'il y a d'autres acteurs dans ce jeu. Il pourrait justement utiliser, comme le général de Gaulle, se tourner vers la Russie pour mettre la pression sur Donald Trump. Pour l'instant, il ne le fait pas parce qu'il souhaite le premier allié de Donald Trump. On l'a vu sur le cas syrien, alors qu'il pourrait le faire. D'un point de vue économique aussi, on pourrait revenir sur l'accord commercial, où Macron est très naïf, à la fois pour l'UE, parce que l'UE est le premier touché par cette mesure de rétorsion, et aussi sur le cas iranien, comme j'en parlais tout à l'heure, parce qu'on a plusieurs entreprises, à la fois automobiles, des entreprises de construction, on peut avoir nos intérêts dedans. On a plutôt intérêt, nous, à avoir cet accord, même si il faut évidemment envisager à long terme le durcissement éventuel pour ne pas que l'Iran possède l'arme nucléaire. Mais à ce moment-là, si on agit comme ça sur l'Iran, pourquoi est-ce qu'on n'est pas aussi dur aussi sur Israël, sur le Pakistan et sur l'Inde ? Mike Pompeo, confirmé au poste de secrétaire d'État aux États-Unis. L'ancien directeur de la CIA a été choisi par Donald Trump pour prendre la tête de la diplomatie américaine. Le Sénat vient de valider cette décision. Mike Pompeo succède donc à Rex Tillerson, un homme dit modéré dont les désaccords avec la Maison-Blanche étaient nombreux. Dans l'affaire Skripal, les autorités américaines ont pénétré dans l'enceinte de l'ancien consulat russe à Seattle, aux États-Unis. Objectif, vérifier si l'ordre d'expulsion et de fermeture a bien été respecté. En mars dernier, 60 diplomates russes avaient été expulsés suite aux accusations d'empoisonnement proférées par la Grande-Bretagne. Le conflit israélo-palestinien, de nouveau au cœur des discussions au Conseil de sécurité de l'ONU. 41 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne depuis le début du mouvement de protestation le 30 mars. Des attaques parfois filmées. Dans une vidéo, on entend un soldat israélien se réjouir après avoir tiré une balle en caoutchouc sur un manifestant gazaoui. Le soldat dit même regretter qu'il ne s'agisse pas d'une balle réelle. François-Xavier Lambert. Cet incident intervient après des semaines d'affrontements à la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Des combats qui ont fait plus de 40 morts palestiniens et ravivé les tensions.
Des milliers de Palestiniens continuent de se rassembler sur la frontière pour protester contre la présence de l'armée israélienne. Face à la colère, Tzahal reste pourtant inflexible. Pour les militaires israéliens, l'utilisation de balles réelles contre les personnes tentant de franchir la frontière est tout simplement inévitable. Les organisations terroristes dans la bande de Gaza, avec le Hamas à leur tête, ont continué d'utiliser les civils, y compris les jeunes et les enfants, pour masquer différents attentats. Malheureusement, il arrive que quand vous tirez sur un petit corps, que vous voulez tirer sur son bras ou sur son épaule, vous touchiez plus haut. Ce n'est pas beau à voir, mais si c'est ça, le prix à payer pour protéger notre sécurité et la qualité de vie des résidents d'Israël, c'est ainsi. Le mouvement de protestation des Palestiniens devrait continuer jusqu'à au moins la mi-mai. Au cœur de leurs revendications, le droit de retourner sur les terres dont ils ont été chassés à la création d'Israël en 1948. Mais aussi le blocus imposé à Gaza pour contenir le Hamas auquel Israël a livré 3 guerres depuis 2008. Pour vivre heureux, vivons cachés. En banlieue parisienne, le quotidien des homosexuels est de plus en plus compliqué. Dans certains quartiers, l'homophobie est en nette augmentation. Reportage de Lucas Léger. Nous sommes à Rueil-Malmaison, à quelques kilomètres du centre de Paris, dans un quartier populaire. Ce n'est pas vraiment l'image qu'on pourrait avoir d'une grande cité HLM où, selon certains, la loi républicaine ne s'applique plus. Seulement voilà, il y a quelques jours, une jeune femme a été condamnée à 4 mois de prison avec sursis pour avoir menacé un couple d'homosexuels dans un supermarché à la caisse. Vous n'avez pas le droit de vivre. En Algérie, les mecs comme vous, on les égorge, aurait-elle notamment invectivé. Mais à proximité du commerce, nous rencontrons un groupe de jeunes gens qui dit ne pas comprendre cette condamnation. L'un d'entre eux prétend avoir assisté à la scène. Il nous livre une version bien différente de ce qu'a retenu la presse. Ils ont essayé de doubler la jeune femme qui était partie prendre un truc, je sais pas, elle était partie prendre quoi. Et en gros, ils sont embrouillés, il y a eu une petite altercation au départ. Il lui parlait mal devant sa fille. Et moi, j'aurais dit aux deux messieurs, j'aurais dit quoi, d'arrêter de parler, elle vous parle plus, d'arrêter de parler. En gros, les deux messieurs, ils n'ont pas arrêté de parler, ils continuaient, c'est-à-dire qu'ils la chauffaient. Et elle, après, elle a commencé à s'énerver, à parler. Il n'y a pas, en gros, à les insulter grave, tout ça. Pour moi, je ne prends pas ça en mal comment les insulter. La femme a expliqué qu'elle avait fait l'objet d'insultes racistes pour ses origines maghrébines, mais l'enquête ne l'a pas confirmé. Elle a donc été condamnée à verser 1 300 € de dommages et intérêts à chacune des victimes et 1 500 € à SOS Homophobie et à l'association Mousse, toutes les deux parties civiles dans cette affaire. Une banale altercation pour certains, mais pour d'autres, un fait divers qui rappelle à quel point il est difficile de s'afficher ouvertement comme homosexuel en banlieue. Mais est-ce seulement un problème circonscrit à la banlieue ? Fin mars, une vidéo diffusée par l'association L'Amicale des Jeunes du Refuge a déclenché un vif émoi sur Internet. On y voit des jeunes, se revendiquant d'un groupe appelé la Brigade Antitrave, agresser des personnes transgenres dans la rue et les humilier. Mais cette fois-ci en plein 17e arrondissement de Paris. L'appel à témoins lancé par l'association Le Refuge a été très largement partagé sur les réseaux sociaux et a été soutenu par le maire du 17e arrondissement de Paris qui a appelé à une réaction de la police. Quelques jours seulement après cette dénonciation, un des membres présumés de la brigade antitrave a été placé en garde à vue après avoir été interpellé en flagrant délit. Un fonds de 5 milliards d'euros, c'est ce que propose Jean-Louis Borloo dans le rapport sur la banlieue qu'il a remis aujourd'hui au Premier ministre Édouard Philippe. Faire revenir la République dans les quartiers populaires ou encore lutter contre le repli identitaire et communautaire. Voilà deux des recommandations de l'ancien ministre. Il invite aussi à relancer la rénovation urbaine et met en garde contre le nouveau risque, le risque d'un nouvel apartheid. Un plan Borloo sur lequel est revenu Mamadou Lamine Mané, conseiller en communication et en marketing. Il était temps et c'est plus qu'une satisfaction parce que la demande est forte. Et ce plan arrive à un bon moment parce que je pense qu'on est à un tournant. Il y a beaucoup d'attentes. Si je peux m'exprimer en termes sportifs, les leaders, les entreprises, les entrepreneurs, parce que la banlieue est un lieu dynamique, sont dans les starting blocks. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir de l'espérance et surtout, je dis toujours que les entrepreneurs ou les personnes qui vivent en banlieue, le potentiel, c'est comme si on avait une Ferrari et on veut juste quelqu'un qui puisse mettre de l'essence dedans afin qu'on puisse avancer. Parce qu'il y a beaucoup de dynamisme et il y a beaucoup de frustration liée effectivement
cet accompagnement que l'on attend. Donc c'est le bon moment. La priorité, effectivement, pour contrecarrer cette insécurité, c'est que l'État, la République doit reprendre sa place. Et pour reprendre sa place, il faut effectivement proposer des projets, les alimenter et leur laisser la possibilité de se développer. C'est l'ordre, c'est la manière générale dont on pourrait commencer effectivement ce plan de développement. Une déclaration à présent qui n'est pas passée inaperçue. Invité hier sur le plateau de Quotidien, François Hollande a critiqué la politique fiscale du chef de l'État. Il était interrogé sur l'image de président des riches attribuée à Emmanuel Macron. Écoutez. Le président des riches, c'est ce qu'on entend beaucoup, c'est ce que vous pensez? Non, ce n'est pas vrai. Il est le président des très riches. La France pourrait-elle être confrontée à un scandale semblable à celui de Cambridge Analytica aux États-Unis? C'est ce que laisse entendre le site La Lettre A. L'affaire remonterait à 2017 lors de la campagne électorale. Arthur Media Group, une start-up française, aurait vendu des millions d'adresses Internet aux équipes de François Fillon, Renaud Parquet. Nous sommes en avril 2017, à quelques jours du premier tour des élections présidentielles. François Fillon et son équipe de campagne cherchent à sensibiliser des électeurs sur son programme. Son entourage s'alloue alors les services d'une start-up spécialisée dans le emailing marketing et la création de trafic. Son nom, Optim Machine, une filiale de Arthur Media Group. Afin de sensibiliser des électeurs au programme du candidat LR, elle a recours à des envois de courriels sur les adresses des lecteurs de La Croix, Les Échos, Le Figaro ou encore l'Obs, sans même qu'ils aient donné leur accord. Si ces derniers partagent en partie quelques points du programme du candidat LR, il reste encore à convaincre. Au total, 2 540 000 lecteurs reçoivent les promesses de campagne sur des thématiques très ciblées. La famille, la santé, les comptes publics ou encore le pouvoir d'achat. Les journaux impliqués se défendent d'avoir vendu aux prestataires du candidat les dites adresses mail. Et d'ailleurs, le directeur de la start-up se montre très clair. Il n'y a pas de transaction entre le média et l'annonceur, pour la raison très simple que les mails appartiennent aux réseaux qui génèrent le trafic pour les médias ou les e-commerçants. Autrement dit, les médias n'ont pas leur mot à dire. Sur la méthode du profilage, le directeur de la start-up reste cependant flou. L'utilisation d'adresses e-mail sans autorisation des lecteurs devra faire l'objet d'une enquête de la part de la CNIL. Une affaire qui rappelle le Cambridge Analytica impliquant Facebook lors de la campagne électorale américaine de 2016. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très belle nuit à vous sur RT France.